Bonsoir à tous, bonjour à vous. Vous êtes bienvenus dans le podcast de Cindy Enrichissante et dans l'univers sensible. C'est votre podcast, comme le mien, comme pour tout le monde. Vous êtes tous la bienvenue. Si vous voulez faire des commentaires, likez aussi. Mes podcasts, ils sont sur YouTube, sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts pour l'instant. Merci bien. Maintenant, il y a une personne qui va lire un livre, la suite du livre de la dernière fois, l'intelligence du rêve. Bonne écoute. L'intelligence du rêve, chapitre 2. Ligne de front. La ligne du rêve est une ligne de front. D'une guerre inconnue, il est le messager. Aller à la rencontre d'un rêve, c'est accepter de traverser les lignes ennemies avant de pouvoir faire alliance. C'est entrer dans un territoire peuplé des vestiges d'une guerre, passée sous silence, dont les échos fabriquent la réalité présente et à venir. Ici, l'ennemi, ce sont nos peurs, nos compromissions, nos dénis, mais aussi nos loyautés familiales, nos conditionnements sociaux, l'histoire qui nous traverse. Ici, la guerre est un conflit retranché de la conscience du sujet dont l'identité des protagonistes lui échappe et dont il ignore l'enjeu et la cause. Le rêve est un acte de résistance dans cette guerre. Il informe le rêveur au péril de sa vie psychique, contournant les censures et les interdits. Ici, la ligne de front est à la recherche de la vérité, parce que le rêve en déplace radicalement la question. Il y fait signe par d'autres voies que celles que le rêveur mobilise habituellement dans sa vie. Les raisons qu'il donne à ses choix, ses désirs, ses craintes. La vérité, c'est toujours ce qu'on peut craindre de pire. L'ouverture à laquelle elle nous appelle met à terre nos alibis, excuses, idioties, elle nous terrifie. C'est pour cette raison même que le cauchemar, épreuve de terreur, doit être appréhendé non comme le contraire même de la vérité, mais comme sa traduction la plus directe. Le nouveau-né est ouvert en deux par une lame. Une foule autour t'empêche de le prendre dans tes bras. L'enfant se met à parler. Parce qu'il a parlé, tu sais qu'il est sauvé. Pas de rêve humain sans passage au récit. L'humanité du rêve, c'est son devenir récit, puis sa transcription littéraire. C'est en quelque sorte une onirographie. Grâce à l'un et l'autre, nous faisons du rêve une histoire qui nous appartient. Les mots qui disent le rêve semblent étrangers au rêve, mais ils dévoilent le rêveur. Raconter un rêve, c'est en un sens rêver de nouveau. Le récit invente une autre formule onirique, même lorsqu'on reste au plus près des images ressenties la nuit même. Et celui qui se confie le sait. Chaque version altère et réinvente le rêve puisque l'empreinte originelle du songe est de toute façon déjà perdue en tant que telle. Il n'y a pas une clé unique à un rêve, comme le rêve n'est pas la clé d'une vie, car son objet n'a pas de vérité originelle. Tout se reconstitue en nous sans cesse dans le mouvement de la remémoration. Les mots auxquels nous confions notre rêve ne le trahiront ni en eux-mêmes, ne le révéleront, ils l'inventeront en partie de nouveau et dans ce décalage se dira le désir. Il n'y a pas de souvenir intact, sauf peut-être quand dans un éblouissement poétique nous est restitué, parfait, un moment d'enfance. Le rêve, semblable en cela à une bande de Moebius, n'a pas de bord. Rien qui ne sépare en lui l'extérieur de l'intérieur. Il fait aussi bien avec les événements de la veille qu'avec une histoire vieille de 1000 ans. Il associe les souvenirs à des pensées, des émotions sédimentées, à des impressions reçues ailleurs. Les bribes dont nous nous souvenons au réveil jusqu'au cauchemar qui nous hante longtemps constituent les pièces d'un puzzle qui nous appartient de compléter. Les bribes dont nous nous souvenons au réveil jusqu'au cauchemar qui nous hante longtemps constituent les pièces d'un puzzle qu'il nous appartient de compléter ou non. Et ce travail minutieux de condensation et de déplacement, comme le découvrira Freud, produit du sens, mais selon un protocole pas si aisément déchiffrable par la conscience. Il coud et découpe selon les tracés bien précis, suivant la voie énigmatique du désir. Le rêve est une écriture, il est même une œuvre, écrit l'ami et disciple de Freud, Nicolas Abraham. Et par définition, l'œuvre présumée telle était vouée à demeurer muette, illisible. Mais à force d'écoute, il arrive que peu à peu, des vers, des strophes, voire le poème entier prennent corps, se détachent de leur créateur et le libèrent enfin vers de nouveaux ouvrages. Le poème déchiffré cède la place à la poésie incessante. Tel est le travail de l'analyse. Alors une fois qu'il s'est fait entendre, le poète se lève et va vers d'autres destinées. Berkeley, 1948, dans la nuit qui précéda la confrontation décisive avec C, je fis un rêve, en m'éveillant, j'en retiens les derniers mots, je suis le martyr du bonheur. Le rêve génère des images à profusion dont quelques-unes vont rester gravées en nous, longtemps. Du désir à l'angoisse, de l'émerveillement à la terreur, elle figure tout le registre de la sensibilité. L'image est un entrelac de perception et de pensée. Ce qui la limite, c'est la figuration du propre du temps. L'espace est l'une des possibilités qu'emploie le rêve pour dire le temps avec le nombre, pour exprimer un événement survenu à 7 ans ou à une émotion qui lui est associée. Le rêve peut le mettre en espace, comme on le dirait d'un scénographe, de plusieurs manières possibles, par exemple en faisant ressurgir la maison familière habitée par le rêve à 7 ans,
ou en laissant apparaître le chiffre 7 une ou plusieurs fois dans la séquence onirique, ou encore en désignant un intervalle de 7 mesures. Les combinaisons sont inépuisables et le rébut jamais entièrement déchiffrable. Le génie spatial du rêve est sans limite. Sa traduction du temps en espace est une créativité qui déborde souvent largement les capacités du rêveur. Il faut donc lui supposer une intelligence souveraine. Chapitre 3. De grands rêves. Peu d'entre nous se souviennent vraiment de leurs rêves, sinon par épisode, mais qui n'a pas rencontré à un moment ou un autre un grand rêve dans sa vie, comme on entrevoit soudain un visiteur important ou un roi en exil venu de loin pour vous porter un message. Qu'est-ce qu'un grand rêve? Une possible réparation, et aussi une figuration du soi par lequel le rêveur approche la confirmation de son être. Le rendez-vous, en quelque sorte, qui se donne à lui-même. De même que certains textes appartiennent à la littérature parce qu'ils atteignent à l'universel et réinventent la langue, certains songes métabolisent, dans leur chimie particulière, une intensité, une richesse de sens, une force symbolique qui dépasse très largement le seul paysage onirique du rêveur. Ces grands rêves sont réparateurs du seul fait qu'ils amènent vers la conscience par voie de remémoration, et par le récit que le rêveur s'en fera, ce monde onirique dont la capacité d'intelligence peut le sauver. On peut imaginer cependant que l'effet de guérison puisse se muer en force maléfique au service de l'inhibition et de l'angoisse, si le rêve n'est pas entendu, comme la 13e fée dans les contes, parce qu'elle n'est pas invitée au banquet royal, se venge et lance à la jeune princesse un maléfice. La possibilité de guérir que le sujet méconnaît est une capacité que l'analyse, par exemple, révèle. Le rêve nous met en sa présence, si tant est que nous lui offrions hospitalité. Un rêve non déchiffré est comme une lettre qui vous est adressée et que vous n'ouvrez pas, dit le Talmud. Mais qui veut encore comprendre ces rêves? Plus d'initiation pour les mettre à l'épreuve, ni de lieu où les déposer, presque plus les cabines des analyses eux-mêmes étant souvent victimes de la doxa selon laquelle l'étude du rêve n'est plus essentielle, et le permis de promenade qu'on lui octroie par toujours bon pour le prisonnier de la cellule névrotique. Sans doute aussi parce que l'étude des rêves semble à la première vue ne pas être efficace ni trouver une application directe au soulagement de l'angoisse. Les thérapies brèves et autres conseils psychothérapeutiques ne peuvent utiliser la force inouïe du rêve sans tenter de s'en servir. Or, il n'est pas possible d'en disposer. Nous ne pouvons qu'être à leur écoute. Mais si cette écoute est réelle, elle est d'une puissance de réalisation incomparable. Car avant que le corps tombe malade, avant que l'accident survienne, bref, avant qu'il soit trop tard, le rêve est là. Il vous enseigne à s'avancer vers cette ligne de front où la guerre fait rage. Surtout quand le conflit est dissimulé au revers d'une paix, laquelle nous semble s'accorder. Car dans les replis cachés de la dépression blanche, dans l'insistance d'une fatigue dont rien ne vient à bout, ni repos ni somnifère, le rêve ne cède pas. Il met à nu les combats larvés, l'angoisse térébrante, il expose l'hypocrisie des renoncements, les compromis redoutables de la névrose, il démasque et tourne en dérision ou cauchemar nous désirtions. Le rêve pourtant ne juge pas. Il a cette hauteur surhumaine de ce qu'il voit sans juger. Plus que mettre en image, il montre, à nous de l'entendre. Il faudrait parler de ces vies où le rêve manque, de ces états intérieurs qui ressemblent à des déserts, quand rien ne semble pouvoir nous atteindre. La vie matérielle nous projette sans cesse sur les murs mouvants de nos fantasmes, désirs, nourriture, passions, objets humains ou inhumains. La caverne platonicienne a subi quelques modifications. Elle a approuvé toutes les découvertes biotechnologiques et s'est découvert avec les mondes virtuels quelques affinités. Les images projetées ne le sont plus à partir d'un soleil reflété. Plus n'est besoin même de lumière, c'est dans les salles obscures des laboratoires que se fabriquent avec soin les réponses à nos attentes. Aussi formatés que le seront bientôt, qui sait nos rêves? Est-ce que pour cela que l'on cherche désespérément à se fixer avec cette idée qu'il y a quelque part un lieu, un être, qui nous ressemblerait? C'est une histoire qui commence avec solitude et la nécessité d'être aimé. Nécessité qui nous persécute et nous oblige à franchir le pas. À nous raconter des histoires, à surmonter les deuils, avec en guise de migration, la mort. La neige entrave tes pas, le paysage est méconnaissable, la lumière est égale, il n'y a plus de signe humain. Combien de batailles la neige a-t-elle gagné contre les hommes? Elle agit comme le fait en nous le rêve lorsque nous le refusons, recouvrant toute chose avec une douceur mortelle et insistante. Le rêve figurant cette blancheur glacée peut dire qu'aucun sentiment l'entrée dans cette ère de la dépression qui peut passer, aux yeux de tous, inaperçu, comme une neige peut tomber peu à peu jusqu'à ce que tout soit absorbé, sans trace, sous cette masse blanche où les sons, les odeurs, la lumière disparaissent. Au moment où le rêve devient neige, la densité du vécu se mue en linceul presque instantanément. On se construit des frontières pour éviter d'être soi. On se maintient à l'extérieur, sous surveillance constante, pour ne pas se perdre là où l'on n'a pas encore construit d'image, ni de soubassement, d'échafaudage. On se hisse à main nue au-dessus des remblais, et là, vertige. Le rêve commence. Le rêve a ce pouvoir d'annoncer ce qui arrive
et mettre entre nos mains la possibilité d'en répondre. Merci d'avoir écouté l'intelligence du rêve. La personne qui a lu à ma place, c'est parce que pour l'instant, j'ai décidé de ne pas encore lire parce que vu que moi quand je lis, ça fait encore robotique. Et j'ai beaucoup d'entraînement à faire. Pour que ce soit plus fluide, du coup, c'est celle qui me fait les podcasts qui a lu à ma place. Et je la remercie. Les phrases qui vous ont plus touché, qui a été alignées avec votre intérieur. Alors faites un commentaire ou un petit like et je vous en remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine.